Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un teen movie ainsi qu'un thriller noir, tout ça bien entendu actuellement à l'affiche au cinéma et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Licorice Pizza et Nightmare Alley. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, il va être question de deux films du mois de janvier 2022, actuellement à l'affiche, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Donc c'est parti, je commence tout de suite par Licorice Pizza, ou quand Paul Thomas Anderson s'essaie au teen movie, on pourrait le titrer comme ça, l'histoire d'une rencontre improbable, celle de Gary, 15 ans, lycéen, et Alana, 25 ans, assistante de photographie. Tous les deux vont se rencontrer le jour de la photo de classe au lycée de Gary, et Gary va tomber éperdument amoureux, en tout cas va être très attiré par Alana. Et finalement, au bout de quasiment 2 minutes de film, ça y est, c'est parti, premier date, non mais j'exagère à peine. Et donc voilà, leur histoire va commencer un peu vite à mon goût. Bon, très bien, mais passons, je viendrai à la partie critique après. Ils vont tous les deux se lancer dans le business des waterbeds, ils vont vendre des lits à eau, puisque Gary, à force en fait de voir un petit peu ce qui se fait dans les commerces, voilà, il a une âme d'entrepreneur assez forte, va décider de se lancer, tenter sa chance dans ce commerce, dans ce business, et évidemment ça va intéresser Alana, puisque elle a 25 ans, elle ne sait pas trop finalement, elle se cherche encore un peu dans sa vie, et elle voit ce jeune adolescent finalement être plutôt sûr de lui, et toujours avec des nouvelles idées, ingénieuses, et donc voilà, donc c'est intéressant parce que au niveau, en tout cas, au moins pour une chose, c'est que le film est intéressant parce qu'il questionne en fait l'âge, c'est-à-dire que finalement on peut se chercher à tout âge, donc ça c'est intéressant. Et il y a aussi cette dimension, cette notion de puérilité qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on peut être mature et puis finalement ne pas vraiment s'être retrouvé, puisqu'il y a des scènes dans le film où vous verrez Gary voilà, être avec ses amis et faire un petit peu des gestes puérils, déplacés. Voilà, je pense notamment à une scène bien précise filmée en contre-jour avec le bidon d'essence et le camion. Vous verrez, voilà, ils ont tendance à imiter des gestes un peu tendancieux, et donc on voit que Alana parfois est exaspérée parce qu'elle a 25 ans, elle a un degré de maturité très fort, mais elle ne s'est pas trouvée dans la vie. Donc voilà, là-dessus, je ne dis pas, le film est très réussi, d'autant qu'il y a une photo splendide assurée par Paul Thomas Anderson et Michael Bauman. Il faut savoir que sur Phantom Thread, déjà, Paul Thomas Anderson faisait cavalier seul à la photographie. Il a cette propension à, évidemment, écrire le scénario de tous ses films et en même temps être très impliqué dans le processus de fabrication des films. Alors il faut savoir que Michael Bauman, qui est donc sur ce Licorice Pizza à la photographie, était également à la lumière sur Phantom Thread, donc voilà, vous voyez, Paul Thomas Anderson quand même s'entoure voilà, il y a des personnes récurrentes évidemment dans son travail, évidemment, et puis c'est en cela aussi que c'est un vrai auteur, c'est-à-dire qu'il assure aussi une continuité d'image et d'époque, puisqu'il a toujours aussi une fascination pour les époques passées, il y a eu les années 50, 110, 80, et même encore plus loin, donc voilà, il y a eu tout ça, rappelez-vous Inherent Vice par exemple, il y avait encore les années 70, Boogie Nights, c'était fin 70, début 80, vous voyez, voilà, donc écoutez, par rapport à ça, par rapport à l'esthétique, par rapport au grain de l'image, aucun souci, vraiment c'est c'est comme un craquement de vinyle, ce film, il a ce côté acidulé qui rappelle le titre bien entendu, cette pizza au réglisse, puisque c'est le titre, évidemment, c'est une sorte, on pourrait le voir aussi comme une sorte de métaphore de la romance entre les deux personnages, et évidemment, pour la petite anecdote, Licorice Pizza, donc c'était aussi cette chaîne de disquaires californienne, donc voilà. Mais évidemment, ça peut faire écho aussi à la relation, à la romance entre les deux personnages. Le seul souci, c'est que cette romance acidulée, elle est guère présente, c'est-à-dire que c'est un peu par défaut que les personnages doivent être ensemble pendant tout le film. C'est parce que c'est le scénario qui clairement est fait comme ça. Mais nous, en tant que spectateurs, on a du mal, finalement, on nous introduit très difficilement les personnages, c'est-à-dire c'est un peu comme si le film vous disait aimez-les tout de suite, aimez vos personnages tout de suite parce que c'est comme ça et parce qu'on a autre chose à vous montrer après, quoi. Et c'est un peu délicat parce qu'on a besoin en tant que spectateur quand même d'avoir un attachement au personnage pour pouvoir
les suivre et avoir envie de les suivre sur 2 heures, plus de 2 heures même, vous voyez. Donc c'est là que ça me dérange un peu, c'est que vraiment voilà, le film commence et tout de suite, voilà, tout se passe très vite et finalement ce jeune couple en devenir voilà, est déjà en train de se lancer dans plein de péripéties alors qu'on les connaît à peine. Voilà. Et moi, c'est toujours un peu ce qui me dérange. Il y a d'autres films sur lesquels ça m'a fait un peu ça, comme Midnight Specials de Jeff Nichols. Bon, c'est juste pour en citer un, bien sûr, mais dès que les films commencent un peu à l'acte 2, où finalement la présentation des personnages, on s'en fiche un peu, c'est là que ça me dérange un peu. Alors, parfois, il y a des films qui commencent un petit peu comme ça, de manière un peu brutale sur les personnages principaux, mais où tout le développement après va permettre quand même, mais alors là, il faut avoir un degré de subtilité et de génie très fort pour rattraper ce qui n'a pas été fait en première partie de film. Voilà. Donc sur le développement des personnages. Moi, ça me dérange un petit peu. Bon, déjà parce qu'on comprend mal en quoi c'est une romance. D'ailleurs, c'est vendu comme une romance. Pour moi, c'est plus deux individus qui ont un écart d'âge, voilà, qui vont se lier d'amitié et qui vont essayer de tout faire pour arriver à quelque chose dans l'existence, à s'émanciper professionnellement. Voilà, alors, évidemment, il y a également une autre facette de Gary qu'on apprend, c'est-à-dire qu'on apprend qu'il est aussi acteur à côté, donc finalement tout va bien pour lui, il fait de grandes choses, il accomplit de grandes choses, et Alana va un petit peu finalement être inspirée, même peut-être parfois envier la force de Gary pour à la fois être dans le milieu du spectacle, dans le milieu de la vente, dans le milieu de... Voilà. Donc c'est pour montrer qu'à tout âge finalement on peut se chercher, hein, voilà. C'est très bien développé dans le film, évidemment, à ce niveau-là, qu'il y a une différence entre, finalement, s'être trouvé professionnellement, hein, et puis, d'un autre côté, on peut toujours être puéril, parce qu'il y a quand même... voilà, le film rappelle à nous, spectateurs, et à Alana, bien entendu, que Gary, malgré toute cette force, toute cette maturité quelque part professionnelle, eh bien, ça l'empêche pas d'être puéril parfois, parce qu'il y a quand même, ça reste quand même un enfant, ça reste un ado. Donc voilà, c'est intéressant de montrer à ce niveau-là les différences de génération. Là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, alors évidemment, je pense qu'il faut vraiment oublier que c'est une romance, parce que vous voyez, par exemple, des films sur un écart d'âge très fort, comme par exemple Madre, hein, que j'ai juste ici, hein, vous voyez, voilà, qui était un de mes coups de cœur, de Rodrigo Sorogoyen. Mais écoutez, là, on comprenait clairement pourquoi cette femme, en fait, était prise de ce jeune homme, en tout cas, qui était attirée par ce jeune homme, c'est parce qu'elle lui rappelait son fils, son défunt fils, hein, voilà, donc elle faisait une sorte de calque, donc on comprenait, parce qu'il y avait toute cette introduction, cette scène introductive qui était d'ailleurs magnifique, voilà. Et donc là, alors, évidemment, on n'est pas chez le même cinéaste, hein, je veux pas, voilà, mais c'est quand même perturbant quand on est spectateur de nous balancer comme ça deux personnages qu'on est un peu, on a un peu le couteau sous la gorge, c'est un peu appréciez-les, aimez-les parce que je sais pas, ils viennent d'arriver au cinéma, qu'ils ont été propulsés ici et donc il faut les aimer tout de suite. Et puis, mais moi j'ai envie de vous dire, donnez-nous envie en fait de l'aimer. C'est ça, moi ce que j'aimerais qu'on me raconte, c'est ce qu'on aimerait en fait, et je trouve que c'est un peu poussif, voilà. Je trouve que c'est un peu poussif en fait à ce niveau-là. Alors j'avais quand même noté évidemment plein de points positifs hein, sur le film, hein, vous voyez, je note pendant les séances. Donc évidemment la question de la maturité comme je vous disais, et puis le travail sur l'image, on est en 73 et le film justement a cette capacité en fait à presque vous faire croire que le film a été tourné dans les années 70. Donc oui, il y a de très très bonnes... Au niveau de la cinématographie, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire bien entendu. J'avais quand même noté que c'était un premier rôle convaincant pour Cooper Hoffman, bien entendu, parce que il a un jeu naturel, tout ça. Mais il n'est pas aidé parce que, au niveau du scénario, c'est très squeezé, quoi, le développement de son personnage. Il n'y a pas de diktat aussi du physique, un type, hein, bien entendu, parce que cette Alana ne correspond pas forcément à tous les codes de beauté, etc., de la girl next door. Alors, c'est un point positif, mais d'un autre côté, on ne comprend pas forcément pourquoi elle fascine un peu tout le monde non plus. Bon, c'est peut-être un peu too much à ce niveau-là. Mais la BO est totalement adaptée, donc vous voyez, il y a au niveau esthétique, au niveau du grain, au niveau de la bande-son, etc., il y a évidemment... il remplit toutes les conditions.
Donc la complicité dans les affaires, hein, bien sûr, entre les deux, j'avais noté, elle était plutôt bien faite, notamment sur ce business de waterbed, et parfois il y a des aspérités qui sont plutôt les bienvenues. Par contre, il y a quand même des personnages secondaires, comme celui de Bradley Cooper, de Sean Penn, etc. Donc l'un joue un producteur, l'autre un acteur qui se souvient, se remémore sa jeunesse. Donc évidemment, on comprend ce qu'essaie de faire Paul Thomas Anderson, je ne veux pas dire que... Mais... on voit beaucoup trop les ficelles. C'est-à-dire que c'est comme si on voyait en fait vraiment... C'est comme dans une musique, vous avez couplet, refrain, couplet, solo, refrain, vous voyez, dans une musique de rock. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup trop, en fait, la construction, le découpage. Voilà. J'aurais bien aimé qu'on ne voit pas la structure. Voilà. La structure est beaucoup trop visible, voilà, du film. C'est ça qui me perturbe, c'est que c'est personnage 1, personnage 2, personnage 3, donc adulte, qui va tourner autour d'Alana, Alana qui va passer d'un boulot à l'autre, etc. Certains personnages d'ailleurs, comme ce personnage aux cheveux longs, comme ça, qui va stalker un peu Alana lorsqu'elle va se mettre à rejoindre un parti politique, vous verrez, eh bien ce personnage n'est jamais réutilisé, donc on introduit parfois des personnages qui sont même pas réutilisés dans la suite de l'histoire, donc qui servent à rien. Donc on passe 5 minutes sur un type qu'on ne reverra jamais. Donc vous voyez, il y a quand même quelques écueils. C'est un peu agaçant parce que, franchement, en enlevant une bonne vingtaine de minutes au film, hein, j'exagère à peine, on est peut-être, donc tous ces personnages qui sont censés être porteurs de comic relief, hein, vous voyez, comme Bradley Cooper par exemple, vous voyez Bradley Cooper qui est formidable, hein, d'ailleurs j'y reviendrai sur Nightmare Alley, mais il est formidable, il n'y a pas de problème, mais son personnage ne sert pas à grand chose, ses blagues sont pas très intéressantes, quand il passe au moins 2 minutes à faire sa blague sur Barbara Streisand, comment on est censé prononcer Barbara Streisand et faire la leçon à ce petit Gary, etc., enfin, c'est censé être drôle, mais ça tombe à plat, quoi. Donc, je suis désolé, il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu maladroites, voilà, je trouve. Et c'est dommage, parce que le film est plutôt bien dosé, en fait, sur tous les éléments qu'a voulu introduire Anderson dans son film. C'est plutôt bien dosé, etc. Sauf qu'il y a de la maladresse, donc ça aide pas, quoi, si vous voulez. Toujours. Alors, voilà. Évidemment, on a envie de les aimer, ces personnages. On aimerait, en fait, moi ça m'agace parce que j'aimerais bien l'aimer un peu plus, ce film. Mais je n'y arrive pas parce que, non, je ne crois pas à tout ce que je vois. Vous voyez, c'est un peu embêtant, quoi. Quand on ne vous fait pas croire à la véracité de ce que vous voyez à l'écran, je suis désolé, le moment, vous verrez, à un moment donné, Gary, voilà, vu qu'il se lance dans un business un peu compliqué et qu'il a 15 ans, les autorités, à un moment donné, il va se passer quelque chose, j'en dis pas plus, mais je suis pas plus ému que ça parce que je les connais pas, voilà, en tant que spectateur, on est là, comme ça, on se dit, mais je vous connais pas trop, donc chaque péripétie, ça tombe un peu à l'eau, parce que jamais le film, en fait, vous rappelle pourquoi Gary et Alana font équipe. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on vous le rappelle pas. Donc les liens peuvent pas être plus forts que ça, parce que ça finit par ressembler à des potes de galère. Vous voyez, et c'est pas très intéressant au cinéma de montrer un peu cette sorte de potes de galère. En fait, on aimerait bien que ce qui porte Gary et Alana, ce soit quand même quelque chose de plus fort que ah tiens, t'as 25 ans, j'ai 15 ans, je suis adolescent, je suis un peu surexcité, viens, on fait équipe et on sait pas d'où ça sort. Donc vous voyez, je trouve ça un peu maladroit, quoi. Je trouve que on comprend guère pourquoi cette fascination. On nous le rappelle pas assez, en tout cas. Ou alors, c'est de la déduction. Mais si c'est de la déduction, à quoi bon faire une romance? Alors, dans ce cas-là, pourquoi cette scène finale? Évidemment, je spoile pas. Je vous rassure tout de suite. Voilà, je fais très attention. Je sais qu'on me rappelle à l'ordre parfois, et vous avez entièrement raison. Mais voilà, donc, vous verrez, en tout cas, la fin est symptomatique du début, en fait. Voilà, la fin est symptomatique du début, parce que, voilà, dès le départ... eh ben, vous n'avez pas assez introduit vos personnages, voilà. Donc j'ai tendance peut-être à me répéter, mais écoutez, franchement, c'est vraiment un problème, je trouve, sur ce film. Voilà, donc l'émotion est forcée, hein, vous voyez, comme je vous disais, l'arrestation de Gary, vous verrez, et voilà, il y a une romance, une histoire qui est stagnante entre les deux, en fait. Ça ne bouge pas. En fait, le film peut s'arrêter n'importe quand, que ça ne changerait pas grand-chose. Parce qu'il n'y a pas une évolution dans les rapports entre Gary et Alana, si ce n'est qu'un moment je te fais la tête, un moment je me réconcilie, un moment je te fais la tête, un moment je me réconcilie. Et très bien, mais on aimerait savoir où mène un peu cette histoire. On aimerait savoir
peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Gary pour s'éprendre de cette fille? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'Alana? Si ce n'est évidemment cette fascination de voir la maturité professionnelle de Gary. Bon, mais voilà, il y a quelque chose qui est curieux, en tout cas, qui... Je trouve qu'on n'y croit pas trop, quoi, en fait. C'est un peu trop gros, je trouve que c'est un petit peu trop gros, cette histoire de Gary et Alana. C'est un peu forcé, on est censé tout de suite accepter ça, donc voilà. C'est un petit peu, je trouve ça un petit peu curieux. Donc voilà, c'est dommage parce que, vous voyez, en plus de ça, cette avalanche d'acteurs secondaires, Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, John C. Reilly, vous voyez, eh bien, finalement, tout ce beau casting qui vient complémenter... Mais il sert pas à grand-chose. Restez à la limite sur les protagonistes, ça nous sert pas à grand-chose. Parce que si c'est pour d'un seul coup nous rappeler que, oui, mais quand même, je suis le réalisateur d'un film choral qui s'appelle Magnolia, qui présentait plein de personnages, etc., très bien, mais si ça sert pas... finalement, votre duo principal, le duo principal qui est Gary et Alana, bah, je pense qu'il faut avoir l'intelligence de ne pas juste tomber dans ah bah oui, les caméos faciles, entre guillemets, hein, parce que ça vient des guest stars comme ça, mal exploités, mal utilisés. Je sais pas, je suis pas vraiment convaincu. Je sais ce qu'a voulu faire Anderson, c'est ça qui m'agace, parce qu'évidemment, dans les commentaires, j'imagine qu'on va me rappeler à l'ordre, on va me dire « Oui, mais c'est des personnages qui ont vraiment existé, les personnages secondaires. On nous montre évidemment que bah, même les adultes, finalement, sont puérils, etc. » Oui, je comprends tout à fait. Mais vraiment, j'aimerais d'ailleurs comprendre davantage pourquoi je suis pas tout à fait convaincu par ce film. Ça m'agace d'ailleurs, parce qu'évidemment, la presse est unanime, tout le monde est plus ou moins unanime sur ce film, mais il y a quelque chose qui me dérange, c'est encore une fois, j'ai du mal vraiment à croire totalement à cette rencontre, à la possibilité à Gary et à Lana d'arriver là où ils vont en arriver à la fin du film. Vraiment, je trouve que ça sort un peu d'un chapeau, les choses arrivent parce que le scénario est fait comme ça, donc le film doit avancer parce qu'il faut avancer. Voilà, il lui aurait fallu, je sais pas comment dire, mais souder les parties. Vous voyez, c'est comme en soudure, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose voilà, qui englobe de manière fluide, en fait, cette histoire. Et je trouve que c'est un peu idée numéro 1, là on va dire qu'il se passe ça, là... voilà, je trouve que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et nous, voilà, en spectateurs, voilà, on accepte tout ce qui peut se passer. C'est mal introduit. Voilà. Et je trouve que c'est dommage quoi, que ce soit mal introduit, parce que on est quand même pas loin d'avoir un très bon film avec quelques écueils en moins, et c'est ça qui m'agace, quoi. C'est qu'en fait, j'aime ce film, mais à 60%. On va passer tout de suite, je vous le dis d'emblée, à mon vrai coup de cœur. Je passe maintenant au deuxième film du jour, et il s'agit de Nightmare Alley de Guillermo del Toro, la nouvelle pépite, et oui, je le dis d'emblée, c'est pas grave, voilà, j'ai du mal à contenir ma joie aujourd'hui pour vous parler de ce film, mais vraiment, ça fait vraiment du bien. Ce film qui cartonne chez nous au box-office, tandis qu'aux États-Unis ça a été un échec, et qui est pourtant d'une audace, d'une ambition, d'un niveau qui fait vraiment plaisir, d'autant que après La Forme de l'eau, hein, chez Popfighter, on aurait pu se dire « Ah, bah ça y est, il a vraiment... il a atteint les sommets, il pourra plus... » Enfin voilà, je pense qu'il a fait son meilleur film, etc. Écoutez, il garde le cap. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il garde le cap. Donc ce cinéaste mexicain, Guillermo del Toro, qui donc adapte l'œuvre de William Lindsay Gresham, qui avait déjà eu le droit à une adaptation en 1946, hein, donc c'était Le Charlatan, voilà, donc le film avec Tyrone Power dans le rôle de Stanton Carlyle, tandis que là, il s'agit donc de Bradley Cooper, qui va jouer donc ce type comme ça qui est un peu perdu. Vous avez une scène introductive en fait où il traîne un corps, donc vous verrez, je n'en dis pas plus, qui est très intéressant, en plus filmé comme ça, avec un travelling avant qui commence progressivement, qui avance comme ça. Il y a un sens de la mise en scène terrible, et donc après cette introduction, donc, vous retrouvez Stanton Carlyle qui va être un peu en galère, il est un peu en vadrouille, et puis il va tomber sur des forains qui vont finalement lui proposer du travail. C'est William Dafoe qui va s'occuper donc de l'introduire. Il va tomber aussi sur une femme, Zina, qui est très célèbre aussi dans cette famille de forains. Donc voilà, il va commencer à mettre au point des numéros qui va lui permettre bien évidemment de se faire un nom en tant qu'artiste, hein, et il va décider de partir avec Molly, un Rooney Mara, pour arnaquer, si je puis dire,
eh bien, les bourgeois de New York, de la société new-yorkaise, vous voyez, donc des arnaques dans les années 40, puisque ce Stanton, Bradley Cooper, aurait, d'après lui, des dons de télépathe, bien entendu, et donc il va y avoir une arnaque autour de ça. Voilà, c'est un petit peu comme les médiums, si vous voulez, voilà, où il y a ce genre d'arnaque, où évidemment, plus le client est riche et plus il est désespéré, plus on va pouvoir en tirer profit. Et bien évidemment, ça rappelle un petit peu, alors ça que j'ai bien aimé, c'est qu'effectivement, on retrouve évidemment tout le Del Toro qu'on aime, puisqu'on a cette fête foraine, un peu creepy parfois, on aime cette ambiance horrifique, vraiment, c'est vraiment généreux là-dessus, on est dans un train fantôme, vous verrez, c'est vraiment ça l'idée. Ce côté forain, un peu horrifique, cette tendance à avoir en fait à nous rappeler un peu le film noir, les thrillers noirs, vous voyez, des années 50, tout ça. Et d'un autre côté, nous avons aussi cette dimension, j'ai trouvé personnellement, cette dimension un peu alienienne, si je puis dire, qui rappelle un film en particulier de Woody Allen, Magic and the Moonlight. Vraiment pour sa thématique, où Emma Stone aussi fait un peu de l'escroquerie autour de ses dons de télépathie, de communication avec l'au-delà. Vous voyez, c'est exactement pareil en fait, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, c'est que j'avais beaucoup aimé donc, le film de Woody Allen. Et là on a un Del Toro, donc avec le côté sombre, vous voyez, horrifique, tout ça, et avec ce côté noir, tout ça, avec à peu près la même idée, quoi. Et donc moi j'étais, après c'est personnel bien entendu, mais moi du coup j'étais très séduit, d'ailleurs je vous recommande Magic in the Moonlight si vous ne l'avez pas vu. Donc voilà, on retrouve des thématiques similaires à qu'est-ce que le vrai, le faux, dissocier le vrai du faux. En plus de ça, ça parle vraiment du cinéma, On vous montre des choses à l'écran, que devez-vous croire? Donc voilà, il y a vraiment une classe magnifique, incroyable sur ce film. C'est de toute beauté, on a le directeur photo. Alors ça c'est pareil, voilà, on a le directeur photo qui était sur La Forme de l'eau et sur Crimson Peak, et c'est exactement, alors ça c'est ça qui est assez fou, c'est que c'est exactement ce que je me disais dans la salle de cinéma, c'est-à-dire je me disais, parce que je ne savais pas avec qui il avait fait équipe sur ce film en fait, et je me suis dit mais c'est dingue, on retrouve des teintes, notamment certaines scènes où il y a une espèce un peu bleutée comme ça, je dis tiens on dirait un peu l'image de La Forme de l'eau. Et puis il y a une des dernières scènes du film que je ne vais pas révéler évidemment, qui me rappelait un peu Crimson Peak, vous voyez, notamment dans des tenues portées donc par Rooney Mara, je n'en dis pas plus. Voilà, donc il y avait quelque chose comme ça, où je me disais, tiens, ça rappelle vraiment ces films récents comme ça, avec une esthétique très forte, tout ça, bon, comme à l'accoutumée bien entendu chez Del Toro, mais voilà, il y avait cette atmosphère, cette continuité, c'est ça, vous voyez, quand je parlais de Matrix l'autre fois, c'est ça, c'est moi ce que je déplore un peu, c'est quand il n'y a pas une continuité visuelle. Ça a été le cas aussi sur Indiana Jones 4, bien entendu. C'est pareil, c'est les mêmes problèmes qui, quand vous n'avez pas une continuité visuelle, c'est là que vous cassez quelque chose. Et là, notamment, là il ne s'agit pas d'une saga en particulier, mais à chaque film de Del Toro, il y a quand même un lien qui est tissé et qui est toujours honnête dans sa proposition. C'est-à-dire que voilà, c'est pas dénaturé, ça reste du Del Toro, ça reste son image, ça reste son esthétique. Il y a ces codes graphiques qui restent. Et pour moi, c'était très important. Bien entendu, au-delà de l'image, l'histoire, qui est quand même très prenante, c'est-à-dire qu'on arrive à nous intéresser vraiment à chaque plan sur l'histoire de ce Stanton, vraiment son destin, puisqu'il est parti de rien, il va faire fortune, il va y avoir une descente aux enfers, vous voyez, donc c'est ça, c'est vraiment les montagnes russes de l'émotion dans ce film, puisque voilà, ce Stanton va être à la fois, on va être avec lui, on va être contre lui, et à chaque fois, à chaque scène du film, vous changez d'avis sur ce personnage. C'est là que c'est pas manichéen, c'est là que c'est compliqué. Et là, pour le coup, contrairement à Licorice Pizza, vous êtes très pris par la romance avec Molly. Donc Stanton va évidemment se lier d'amour pour cette Molly qu'il a rencontrée dans le milieu forain, qu'il l'a fait, qu'il l'a construit en tant que vedette après de la télépathie, du show, évidemment, forain, qu'il va proposer, on va dire, dans un milieu plus riche, rupin, pour employer ce terme-là. Et donc interprété par Rooney Mara, Molly,
Donc voilà, cette romance va être très forte parce qu'on va voir que Stanton va avoir tendance à penser à lui, à avoir un ego très fort en fait pour devenir artiste, tandis que l'autre, devenir artiste certes, mais surtout escroquer les gens et devenir de plus en plus riche. Hein. Vous verrez, c'est compliqué. C'est d'abord artiste, après il voit, c'est vraiment un businessman avant d'être un artiste et c'est ça qui est très fort. Mais il délaisse Molly qui croyait vraiment qu'ils pourraient faire un duo ensemble et qu'elle serait, qui pourrait écouter ses envies, etc. Il devient très très égoïste en fait et c'est assez tragique à ce niveau-là. Parce que vraiment, elle va tout faire pour Stanton, en fait. Elle va elle va vraiment tout faire pour lui faire plaisir, parce qu'elle va être touchée, et c'est là que ça parle aussi des rapports aussi compliqués entre les individus, où parfois, eh bien, on se met avec quelqu'un, parce qu'on a un peu pitié de lui, parce que, il a été abandonné, triste, on l'a jamais aimé, il n'a pas reçu d'amour dans son enfance, etc. Donc on fait tout pour, parce que, voilà, on se fait avoir, c'est presque un chantage à l'affectif, hein, vous voyez, un chantage affectif qui va finalement se nouer entre les deux. Et évidemment aussi, j'adore parce que le film est tout en crescendo, c'est-à-dire que vous avez toute cette introduction vraiment qui est un pur régal, parce que visuellement, parce que Willem Dafoe qui va prendre sous son aile Stanton, qui Willem Dafoe aussi va être assez flippant, en même temps on a envie de l'apprécier, mais en même temps il fait des choses terribles, vous voyez, donc rien n'est manichéen, tous les personnages sont compliqués en fait, sont en demi-teinte et c'est ça que j'adore. Ron Perlman, alors lui aussi, hein, de la série Son of Anarchy, qu'on a beaucoup vu, même dans Drive, chez Ray Funch, sur beaucoup de cinéastes, et bien continue son ascension, il est très crédible, on le voit vraiment, c'est pas juste en plus un monsieur muscle, parce que c'est aussi, eh bien, quelque part le protecteur de Molly, parce qu'il n'a pas envie que Molly aille avec le premier venu, donc voilà, et c'est tout à fait légitime. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver dans le milieu rupin, tout ça, les personnages forains, hein, dans leur petite bourgade paumée, ils vont aussi essayer de retrouver Stanton, sauf qu'il a changé, sauf qu'il n'a pas forcément envie de revoir ceux qui l'ont fait, et vous voyez, c'est terrible. Donc voilà, tout ça est très bien fait, et évidemment, comment parler de ce film sans parler de Cate Blanchett, évidemment, et son personnage du docteur Lilith Ritter, voilà, donc cette espèce de psy qui enregistre ses patients, qui est diabolique, et donc il va y avoir cette complicité avec Stanton pour arnaquer les personnes les plus riches de la ville, et donc cette complicité qui va être terrible, parce que évidemment, que ce soit Stanton ou ce docteur Lilith Ritter, dans les deux cas, ils sont de mauvaise foi, ils sont dans un jeu, ils sont un peu faux cul, hein, disons-le, ils sont dans un jeu terrible, parce que chacun essaie d'arnaquer l'autre, voilà, et c'est ça qui va les lier. Mais c'est incroyable parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup les films psychologiques. Alors évidemment, peut-être que c'est personnel, mais si vraiment vous aimez des films qui rentrent en profondeur dans la psyché des personnages, et là pour le coup, vraiment, c'est fou parce que c'est une séance de psychanalyse, ce film. Si vraiment vous aimez en fait tous ces éléments-là dans les films dramatiques, vraiment, et là ce que j'aime bien, c'est que c'est au service du thriller. Il n'y a pas de surenchère, que ce soit horrifique, action, etc. Ça arrive vraiment au bon moment, il y a juste ce qu'il faut. C'est ça que j'aime bien, c'est que les codes de Del Toro arrivent subtilement dans une histoire qui est d'abord un thriller noir, psychologique, et le reste vient, les éléments visuels de Del Toro, que ce soit dans le décor, les costumes, les situations, vraiment parfois voilà, vous êtes dans du blizzard, dans du froid, etc., avec des espèces de, comment dirais-je, avec des choses un peu fantomatiques, sans spoiler bien évidemment, mais réalistes toujours, en nous rappelant qu'on est dans le réel, vous voyez, mais ça flirte avec le côté onirique et horrifique de Del Toro. C'est absolument un pur régal. Ce film, dès qu'il sort, édition, Blu-ray 4K Steelbook, vous voyez, non mais c'est pas possible, c'est vraiment, ça fait plaisir, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, la fin est soignée, parce que c'est une sorte de boucle qui est bouclée, c'est-à-dire que c'est pas une boucle qui est bouclée, mais disons que vous verrez, en tout cas, il y a quelque chose qui fait cette espèce de retour casse-départ, en fait, qui vous explique que finalement il y a un engrenage
que parfois il y a un engrenage avec des personnes, des self-made man, hein, qui se font, qui chutent, qui retombent, qui remontent, qui chutent, et c'est que ça le milieu du business, des gens, des escrocs en fait, hein, qui se font une place en fait et qui deviennent finalement des grandes personnes, des grandes richesses, etc. Et finalement, pour de mauvaises raisons, vous voyez, et il y en a plein, il y a beaucoup d'escrocs et ça parle de ça, c'est comment on sort quand on est parti de rien, qu'on n'a pas d'autre choix finalement que d'escroquer parce qu'on n'a pas d'autres talents non plus, donc c'est un talent à exploiter et qu'on n'a que ça et que waouh, et ouais, vraiment c'est d'une grande intelligence, vraiment. Je dis pas qu'on n'a pas déjà vu ce genre de thème au cinéma, mais pas de cette manière. Voilà, et je vous dis, vous ne serez pas déçus. Voilà, écoutez, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Donc s'il y a bien un film du mois de janvier 2022 à voir actuellement au cinéma, c'est ce Nightmare Alley de Guillermo del Toro, un pur régal, un pur bonheur. Évidemment, c'est une reprise, mais quelque part, mais pas totalement par rapport au film original, c'est d'abord tiré de l'œuvre originale, hein, de l'ouvrage, mais avec la sauce del Toro à tous les plans. Si vous aimez le cinéma de Guillermo del Toro, si vous aimez aussi un peu Woody Allen, je vous dis, où il y a ce côté un peu jazzy, parfois même classe, vous verrez, et avec les thématiques de Magic and the Moonlight, encore une fois. Donc si vous aimez un peu le del Toro, un peu le Magic and the Moonlight, passez pas à côté de Nightmare Alley, parce que, vous voyez, c'est là aussi la différence. Avec Licorice Pizza, tout ça, c'est que là, vous êtes sûr que quand vous payez votre place, vous êtes en présence d'un grand film, vous voyez. Là, pour le coup, il y a un grand film hollywoodien, vous voyez, c'est rare qu'il y en ait des comme ça, vraiment. Il y a un côté très classe dans la mise en scène, très, très soigné, il y a une exigence très très forte même dans la mise en scène des personnages, des acteurs, la façon de les diriger, vous voyez. Alors parfois, oui, évidemment, il y a un côté un peu... je sais pas comment dire, acteur studio, où c'est un peu forcé, où il y a des trucs comme ça. Mais vous y croyez, parce que c'était aussi une manière classique de mettre en scène aussi des acteurs. Vous allez retrouver une manière un peu classique du Hollywood, voilà, de peut-être 70, 80, voilà, ou même avant, années 50, enfin, ouais, c'est ça, vous allez retrouver des sortes de relents, en fait, de cinéma classique, si vous aimez. Donc voilà, il y a tout ça mélangé avec le savoir-faire de Del Toro. La thématique qui est très intelligente et qui est quelque part universelle, parce que tout le monde se pose cette question, se pose des questions du succès, de comment se faire soi-même, comment arriver à percer dans un milieu, etc. Tout le monde se pose ces questions-là, elles sont universelles. Donc ouais, je pense que vraiment ça peut gagner l'unanimité des spectateurs. Moi je me suis en tout cas, j'ai été écouté la semaine de la sortie. La salle était complète, les gens, vous savez, c'est difficile, à la fin d'un film, c'est un peu absurde d'applaudir. Écoutez, il y en a qui l'ont fait, et moi d'ailleurs, ça m'arrive aussi parfois d'avoir envie de le faire. Ouais, franchement, ça fait du bien de retrouver un grand cinéma comme ça, hollywoodien, avec Del Toro en plus, qui vraiment ne m'a vraiment pas déçu, quoi. Vraiment, ça fait plaisir, quoi. Ouais, bonne séance de cinéma, vous en avez vraiment pour le prix de votre entrée, de votre billet. N'hésitez pas, Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne et puis aussi pour accéder tout simplement à mon contenu et avoir peut-être plus de proximité avec moi si vous voulez discuter, ouais, voilà, mettre des commentaires sur mes posts, sur mes stories. N'hésitez pas, en tout cas, ça fait toujours plaisir de communiquer avec vous et d'échanger sur le cinéma, bien entendu. Et puis pour les autres, eh bien écoutez, n'hésitez pas aussi à m'écrire des petits commentaires sous cette vidéo, c'est justement très intéressant avec toute cette communauté que nous commençons à être sur cette chaîne, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas donc eh bien, à continuer le débat avec moi, après coup il y a certes la vidéo, mais il y a aussi les commentaires, donc n'hésitez pas à vous lâcher aussi si vous trouvez que j'ai été un peu dur, notamment sur Licorice Pizza, ou que je me suis un peu trop emballé sur Nightmare Alley, et évidemment, n'hésitez pas à participer pour me donner des éléments aussi de vos propres analyses, bien entendu. C'est un échange, le cinéma, comme je le répète, pardon, c'est un échange, donc n'hésitez pas. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, je suis ravi vraiment de vous voir tous fidèles à cette chaîne.
Donc écoutez, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!